Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathieu Faubert, interne de premier semestre de médecine générale à Toulouse, secrétaire général de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale, l'ISNAR-IMG. Bienvenue à l'atelier de la lutte contre les discriminations au cabinet, soigner sans distinction. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour échanger autour de cette thématique. Tout d'abord, il faut savoir que notre système de santé, tout comme notre société, est régi par des systèmes de domination qui créent des discriminations envers certaines populations. Il est important pour chacun et chacune d'entre nous de prendre conscience de nos biais, d'adapter notre posture et de pouvoir instaurer un cadre de soins le plus inclusif possible lors de nos consultations. La lutte contre les discriminations est une cause qui nous tient particulièrement à cœur à l'ISNAR-IMG. Nous essayons de la porter au mieux et nous souhaitons continuer à la mettre en avant. Malheureusement, au sein de notre bureau, plus personne n'occupe le poste de chargé de lutte contre les discriminations, ce qui est pourtant plus que nécessaire. Nous serions ravis qu'un ou une interne rejoigne notre bureau pour prendre à bras le corps ce sujet afin d'aller plus loin dans nos réflexions et nos actions. Pour en revenir à notre présentation de ce jour, celle-ci sera plus précisément axée autour des soins des personnes trans, sujet à peine effleuré lors de nos études et pourtant ô combien important de nos jours pour combattre la transphobie de notre société actuelle. En effet, dans le contexte de la montée du fascisme en Occident, on observe une majoration des discriminations, notamment à l'encontre des personnes trans, comme aux États-Unis, où les droits de ces personnes sont désormais remis en cause. Celles-ci, faisant partie intégrante de notre patientèle, se retrouvent donc avec des problématiques particulières du fait de la méconnaissance généralisée des soignants et soignantes et du fait de la transphobie. Il est donc important de nous sensibiliser en tant qu'internes à ce sujet. Pour nous faire avancer dans cette réflexion et nous fournir des clés pour soigner et recevoir au mieux nos patients et patientes, je vous prie de bien vouloir accueillir nos 3 intervenants et intervenantes. Caspar Fressinger, jeune médecin généraliste. Fanny Poirier, docteur en psychologie, responsable des formations pour l'association Espace Santé Trans. Et enfin, Anaïs Perrin-Prével, directrice de l'association Outrance. Avant de commencer, je souhaite, avant de leur laisser la parole, présenter mes excuses au nom de toute l'ISNAR-IMG à Caspar Fressinger pour le mégenrage sur notre application. Nous sommes désolés qu'une telle erreur ait pu se produire. Ainsi, chers congressistes, je vous prie de ne pas tenir compte de la présentation des intervenants et intervenantes de cet atelier sur l'application. Je vais maintenant te laisser te présenter, rappeler les pronoms que tu souhaites que l'on utilise, et je te laisse la parole pour la suite de cet atelier. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Caspar Freisinger, je suis une personne trans non-binaire et j'utilise le pronom YEL avec accord masculin ou neutre. Je suis aussi jeune médecin généraliste à Bordeaux et je réalise actuellement ma thèse sur l'accès aux soins des personnes trans. J'ai pour lien d'intérêt le fait que je suis membre du conseil administratif du réseau Santé Trans de Nouvelle-Aquitaine, que je co-anime des ateliers d'auto-injection pour les personnes trans avec l'association Ancre et que je suis une personne concernée. Aujourd'hui, vous êtes ici pour assister à un atelier sur les discriminations dans l'accès aux soins. Vous le savez, dans notre société aujourd'hui, plus particulièrement dans la médecine occidentale, les discriminations sont multiples, violentes et quotidiennes. J'irai même plus loin en disant que la médecine occidentale est l'un des moteurs et créateurs les plus importants de ces discriminations. Combien de fois avez-vous entendu ou vu dans vos stages des propos et des comportements discriminatoires envers des personnes racisées, des personnes grosses, des personnes handi, des personnes LGBTQIA+, pour ne citer que celles-ci? Et si vous ne les avez pas entendus,
si vous ne les avez pas vus, c'est que vous bénéficiez du privilège de détourner le regard. C'est notre rôle, en tant que médecin généraliste, de prendre en soin, en centrant l'accompagnement sur la personne et avec la personne. Et cela ne doit pas que concerner les personnes privilégiées de notre société. Il est de notre devoir, en tant que futur médecin généraliste et en tant que médecin généraliste, de nous former sur les pratiques et d'accueillir tout le monde de la manière la plus inclusive possible dans nos futurs lieux de soins. Le soin doit être accessible à tous. Nous devons faire preuve d'humilité et écouter et apprendre des personnes concernées expertes. Aujourd'hui, nous allons axer l'atelier sur l'accès aux soins des personnes trans, comme l'a dit Mathieu, parce que les intervenantes sont tous issus d'associations de personnes trans et que nous ne sommes pas légitimes à parler à la place des personnes qui subissent des discriminations différentes. Néanmoins, je vous invite à superposer les informations données aujourd'hui à d'autres situations dans vos pratiques et espère éveiller et peut-être même souligner votre intérêt à vous éduquer et à vous former. Effectivement, on peut subir plusieurs discriminations à la fois. On peut être une personne trans, racisée et grosse, ou handi. Les luttes contre les discriminations se rejoignent et se soutiennent, et votre rôle dans le soin y est indispensable. Je vous invite par ailleurs à consulter le travail de thèse qui a été présenté ce matin par Dr Diop Nietzsche sur les discriminations raciales dans le soin. Une personne trans est une personne qui vit ou qui souhaite vivre dans un genre différent de celui qu'on lui a assigné à la naissance. C'est donc une définition qui englobe les personnes trans et les personnes non-binaires trans. Du coup, on va passer quelques chiffres, si j'y arrive. En France, d'après l'Ipsos en 2023, sur l'ensemble de la population, 10% s'identifient comme des personnes LGBTQIA+, dont 4% dans la diversité du genre. Et c'est des chiffres qui explosent si on passe sur la génération des 18-25 ans, avec 22% des personnes qui s'identifient comme LGBTQIA+, et plus précisément 11 personnes dans la diversité du genre, avec 3% de personnes trans et 6% de personnes non binaires. Donc les personnes trans existent, sont nombreuses, et il est d'ailleurs impossible que vous n'en ayez jamais croisé, ou que vous n'en croiserez jamais dans vos lieux de soins, mais aussi parmi vos collègues. Mais vous en rendez pas forcément compte. D'après l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, dans une étude de 2024, donc vraiment récente, 51% des personnes non binaires, 69% des hommes trans et 71% des femmes trans trouvent l'accès aux soins difficile. Ce sont des chiffres qui sont catastrophiques. On compte à chaque fois plus de la moitié des personnes. Si on détaille les chiffres, on trouve que les 3 premiers freins à l'accès aux soins sont la curiosité, les commentaires des soignants, les difficultés générales et les tests psy ou médicaux imposés. On compte également les traitements refusés, comme vous pouvez le voir ici. Imaginez aller chez votre médecin traitant pour un rhume et qu'on vous interroge sur les chirurgies que vous envisagez de faire ou avez fait. Ou être face à un médecin qui ne sait absolument rien de la réalité qu'est la vôtre. Ces éléments sont modifiables si les soignants et soignantes, donc vous, se forment et s'éduquent. En 2021, une personne médecin généraliste, Dr Cosne, a réalisé une thèse de médecine générale qui montrait par une étude quantitative que plus d'une personne sur 2 avait été victime de transphobie dans les lieux de soins. Et que 45% des personnes interrogées évitaient les lieux de soins par peur de la transphobie. Son travail a également montré que plus de 2 personnes sur 3 avaient déclaré avoir changé de professionnel de santé à cause de la transphobie. Ce sont des chiffres qui sont inacceptables. On trouve aussi les chiffres du réseau santé trans de 2025 actuel, qui montrent qu'en Île-de-France, sur 10 000 généralistes, seulement une trentaine acceptent de faire des primo-prescriptions d'hormones. Et que sur les 60 endocrinologues qui ont été appelés en Île-de-France,
uniquement 5 acceptent de recevoir des personnes trans. Pour Bordeaux, là où moi j'exerce, il me semble qu'un seul endoc libéral accepte de voir les personnes trans et qu'il y a à peu près 5, 6, 7 médecins généralistes qui font de la primo-prescription. Donc forcément, on retrouve aussi des chiffres tels que 35% des personnes trans qui ont renoncé à des soins à cause des préjugés et 75% des personnes trans qui se sont déjà senties mal à l'aise face à un médecin. C'est donc aussi à nous, nouvelle génération de médecins généralistes, à nous former, à apprendre des associations de personnes concernées, à prendre les choses en main, primo-prescrire et accompagner les personnes trans et autres personnes discriminées au même titre que toutes les autres personnes. Nous améliorerons nos pratiques qu'en étant humbles, autocritiques et prêts et prêtes à changer les choses. Merci. « 20 minutes. Bon, bonjour à tous, Fanny Poirier, enchantée. Voilà. Donc, je suis psychologue clinicien. Moi, mes accords, c'est il, enfin, c'est masculin et pronom il. Je suis psychologue clinicien. Moi, j'accompagne depuis plusieurs années maintenant des mineurs et jeunes adultes à l'hôpital à Paris. Également en pratique privée, mais donc, dans différents lieux. Donc des personnes qui se questionnent sur leur genre, qui n'ont pas forcément posé un mot, ou pour qui c'est assez clair, mais il faut accompagner beaucoup plus la famille que ces jeunes-là. Je suis également du coup responsable des formations à l'association Espace Santé Trans. Donc dans ce cadre-là, on est amené à former un certain nombre de professionnels de santé, spécifiquement en santé mentale, mais pas que, en tout cas sur les enjeux d'accompagnement des personnes et sur les difficultés que ça peut poser justement de rencontrer un certain nombre de discriminations au quotidien, et quel impact ça a sur la santé globale des personnes. Je suis membre de la plateforme Trajectoire Jeunes Trans, qui regroupe associations d'usagers, d'usagères, dont on fait partie avec Espace Santé Trans, comme Trans et d'autres associations. Professionnelle de santé et chercheuse, l'objectif c'est d'accompagner au mieux les mineurs et jeunes adultes. Voilà, je glisse cette information-là. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre d'informations concernant les mineurs et jeunes adultes. Merci beaucoup pour cette proposition d'intervention aujourd'hui, hein. Ça me tient beaucoup à cœur, déjà par rapport à ces différentes implications professionnelles, personnelles, mais aussi parce que j'avais notamment en tête, en pensant à la thématique de ce congrès, sur la question des discriminations, j'avais en tête notamment une jeune femme, enfin maintenant un peu moins jeune, mais quand même jeune femme encore, d'une trentaine d'années, que j'accompagne, une femme trans, qui a, non mais je m'inclus dans le jeune, c'est pour ça. Donc, qui il y a 10 ans, en fait, avait rencontré, en l'occurrence, une médecin qui lui avait dit ah non, 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 c'est pas du tout possible que vous soyez trans. Et en fait, elle, de par son background, de par plein de choses, mais en fait, elle a réprimé ça, elle a tué ça. Et moi, je l'ai rencontrée donc 10 ans après, avec énormément de transphobie internalisée, et vraiment tout un travail de renarcissisation important à faire pour lui donner confiance en elle. Et puis on voit les fruits au fur et à mesure. Elle va de mieux en mieux, mais à chaque fois, je suis effarée de me dire qu'en fait, pendant 10 ans, elle a réprimé ça et que, en fait, elle en paye encore les pots cassés. Voilà. Donc ça me tenait vraiment aussi à cœur à ce niveau-là d'intervenir aujourd'hui. Voilà, pour elle, pour éviter que justement d'autres personnes ne puissent pas forcément exprimer leurs questionnements, que ce soit entendu, suffisamment accueilli et accompagné, quelles que soient les démarches qui vont avoir lieu ensuite, qu'il y ait une transition ou pas, qui ait lieu, qu'il y ait des démarches ou pas, qui ait lieu, que des questionnants puissent être entendus comme tels et respectés et accompagnés. Voilà. Donc, bon, très brièvement, Espace Santé Trans, où j'interviens pour une part de mon activité, c'est une association qui forme, donc je le disais, des professionnels de santé, qui rassemble des personnes concernées et comme des personnes cisgenres. Donc cis, c'est un mot que vous avez déjà probablement entendu. C'est des personnes qui se ressentent du même genre qui leur a été assigné à la naissance.
Ça ne veut pas forcément dire que la vie est belle et que c'est forcément toujours simple, mais qu'en tout cas, il n'y a pas un sentiment de décalage entre le genre assigné et le genre d'affirmation. Donc, à Espace Santé Trans, on met en place plusieurs actions d'accompagnement de personnes concernées, de formation, de groupes de parole en pair et danse, de permanence d'écoute, voilà, de groupes d'échange de pratiques. Voilà, c'était pour brièvement présenter l'association. Pour revenir sur quelques éléments de définition, donc Caspar a évoqué la définition centrale, principale, la plus importante, personne trans. Il y a quelques autres définitions que je vais ramener dans la boucle, notamment la question du confort identitaire à laquelle je tiens. En fait, une personne trans, donc c'est une personne qui se définit d'un genre différent que celui qui a été assigné à la naissance, même dans la littérature, aujourd'hui de plus en plus, enfin la littérature scientifique, vous trouverez plutôt que assigné à la naissance, le terme de genre présumé à la naissance, parce que le sexe est éminemment genré, enfin il y a éminemment une lecture genrée du sexe à la naissance. Je pense par exemple quand moi j'ai eu un enfant, les gens me disaient: «Mais alors, du coup, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Va falloir que j'offre un jouet en conséquence, des vêtements en conséquence», et ça dès les moments d'échographie, et je me disais: «Ah oui, c'est vraiment ça. Le sexe, ça n'a rien à voir avec l'enjeu du cariotype. C'est vraiment une image et derrière des représentations qui y sont associées». En tout cas, personne trans, un genre différent que celui qui a été assigné à la naissance, toutes les personnes trans vont pas forcément entamer des transitions qui peuvent être légales, médicales, sociales. Toutes les personnes trans vont pas entamer de transition parce que le contexte extérieur n'est pas favorable, parce que il y a certains besoins, je dirais, qui sont auxquels les personnes peuvent répondre au travers de comportements, au travers de pronoms, au travers d'accords dans certains espaces et pas d'autres. Donc, il ne va pas forcément y avoir une transition sociale à tous les niveaux. Bref, une transition, ça comporte de multiples réalités, aussi nombreuses que les personnes et que leurs besoins. Le confort identitaire, peut être obtenu au cours d'une transition ou pas forcément. Le confort identitaire, c'est à quel point on est à l'aise avec son identité. Il y a l'identité sous laquelle je m'identifie, et puis le confort identitaire, ça va recouvrir tout ce que je vais mettre en place pour être confortable en fait dans mon identité. Donc quand on fait une transition, on ne fait pas une transition pour être trans, on fait une transition pour être confortable. Et j'insiste sur cette idée de confort parce que pendant très longtemps, dans l'accompagnement des personnes trans, dans le milieu médical notamment, on insistait beaucoup sur la souffrance. Alors dans tout ce contexte de pathologisation d'un vécu identitaire, et qu'aujourd'hui on met aussi l'accent sur le confort identitaire. Quand j'accompagne des personnes, on va ensemble explorer aussi bien ce qui peut apporter un éventuel inconfort que ce qui au contraire peut amener du confort. L'identité, on ne l'explore pas seulement en négatif, on l'explore aussi en positif. Ah ben en fait, c'est très confortable qu'on s'adresse à moi de telle façon. C'est très confortable que je me comporte de telle façon, et ainsi de suite. Les deux dimensions sont éminemment importantes quand on accompagne des personnes qui se questionnent sur leur identité de genre et sur tout ce que ça peut impliquer. Cette diapositive, je resterai assez bref dessus parce que vous pourrez la retrouver plus tard. Ce qui est pour moi important ici de mettre en avant, c'est que quand vous avez des personnes qui font un coming out, en fait, elles passent par éminemment d'étapes non linéaires, de ressentis auxquels s'associe un mot, plusieurs mots, et au fur et à mesure, il y a une forme de verbalisation qui est de plus en plus fournie, riche, enrichie. Donc ça s'appelle le coming in, c'est l'acceptation de soi, la réalisation de soi, le cheminement en fait intérieur par lequel on passe avant de poser un mot, même si ce mot, on est d'accord, il peut évoluer toute une vie. Cette idée de transition, ça implique, je dirais concrètement, vous avez en tête différentes démarches pour, je dirais, très précises, comme je le disais, légales, sociales, médicales, mais en fait, on transitionne toute sa vie, hein, personne cisgenre comme transgenre, bien évidemment. En tout cas, c'était important ici de pouvoir mettre en avant cette idée avant le coming out, il s'est passé beaucoup de temps. Dans la littérature même, ça peut parfois se compter en 1 à 2 ans de coming in, jusqu'à 10 à 15 ans.
c'est variable, c'est pas le temps de réflexion qui va forcément justifier les démarches de transition, mais c'est important de se dire que quand vous avez une personne qui fait un coming out, c'est pas forcément je le sors de mon chapeau, je l'ai éprouvé, ressenti, au travail pendant un certain temps avant. Euh, dans cette présentation, moi, je vais moins insister sur les enjeux de discrimination. Vous avez donné des chiffres, vous avez en tête voilà, toutes les difficultés auxquelles on peut faire face en tant que personne minorisée. Ce qui est vraiment important pour moi de mettre en avant, c'est de vous amener à réfléchir sur les enjeux que c'est de répondre comme ne pas répondre à une demande de transition d'une personne, d'accompagner ou de ne pas accompagner cette personne-là régulièrement dans la littérature, dans les débats médiatiques, il est beaucoup question en tout cas d'alarmer sur les enjeux d'intervenir sur un corps, souvent c'est avec des enjeux du coup médicaux, d'intervenir et des enjeux que ça pose d'un corps qui est considéré comme sain. Alors là, on met de côté totalement les enjeux de santé mentale. Et puis, en plus, on méconnaît, enfin, on ne met pas suffisamment la lumière sur les enjeux que c'est qu'une personne se voit refuser la possibilité de parler, de se questionner, d'avancer dans ses questionnements, d'avancer dans un certain nombre de démarches. Et ça a un vrai impact sur la santé mentale. Ça peut entraîner des enjeux de conduite à risque, des enjeux de marginalisation sur le plan de l'intégration sociale et professionnelle. Ça a un impact majeur sur la santé mentale. Je n'ai pas remis des chiffres, mais dans la littérature, vous avez nombre d'études qui mettent l'accent sur les fragilités en santé mentale des personnes trans, non pas par essence, mais du fait du stress minoritaire, du fait de l'environnement qui a un discours du coup transphobe et du coup qui crée de la transphobie internalisée, c'est-à-dire un discours violent qu'on internalise et on n'est plus dans le contexte où on pouvait entendre des choses, même si c'était pas forcément directement ciblé, mais qui continuent chez soi, avec lesquels on part, avec lesquels on se couche, qui continuent dans le temps. Les enjeux de discrimination, c'est pas seulement à un moment donné, ça dure. Voilà. Donc, tout l'enjeu de non-intervenir qui peut installer un mal-être, qui peut aggraver un mal-être, créer de la marginalisation. Et au contraire, dans le fait de pouvoir accueillir une certaine parole, de pouvoir accompagner dans une transition, les bénéfices sont nombreux. Déjà, il y a cette idée de favoriser le bien-être psychologique, il y a cette idée de pouvoir intégrer, réintégrer des personnes socialement, professionnellement. Bon, alors là, il y a d'autres enjeux, je dirais, qui sont à considérer. C'est pas non plus magique parce que, encore une fois, la France, comme partout dans le monde, il y a des enjeux de transphobie qui sont majeurs. Et en fonction de la présentation de genre, en fonction du passing, du passing cis, euh, ou du passing au sens large du terme, bon, bah, on peut être amené à rencontrer des discriminations auxquelles on n'était pas confronté quand on n'était pas out. Donc, bon, tout n'est pas. On est d'accord que tout n'est pas forcément simple. C'est pas si on n'intervient pas, rien ne va. Si on intervient, tout va. C'est vraiment une balance à chaque fois de bénéfices et d'avantages, des avantages au risque. Et puis, ça peut prévenir un risque suicidaire. Ça peut prévenir un risque suicidaire majeur. Les chiffres sont nettement plus importants au sein de la population LGBT+, qu'en population générale. Je les ai plus totalement en tête. Peut-être que vous les aurez davantage. Je crois que c'est 5% à 15% de risque suicidaire. Sur LGBT ou trans? Alors, LGBT, il me semble, c'est quelque chose comme 10 ou 15%, et trans, c'est 5%, non? Non, c'est... Population globale, en moyenne, c'est autour de 5%. Les personnes trans, selon les études, c'est entre 25 et 50%. Ouais. De passage à l'acte suicidaire. C'est ça. Pas d'idée J'avais suicidaire, en de tête des passage à chiffres l'acte. très importants. Merci pour le rappel. Bon, j'ai remis la référence d'une enquête qui a eu lieu là en 2022 aux États-Unis, qui montrait quand même que sur 92 329 personnes trans et non-binaires,
il y en avait quand même 75% qui exprimaient une qualité de vie nettement meilleure depuis le début de leur transition, 94% qui a pu vivre une identité de genre différente que celle assignée à la naissance expriment cette ressenti beaucoup mieux en 79% des cas et dans 15% des cas un peu mieux. C'est des chiffres qui sont quand même qui parlent d'eux-mêmes. Si une personne, je dirais, chemine, évolue et accompagnée, bah ça peut créer de facto un mieux-être dans son quotidien de tous les jours. Quelques chiffres, parce qu'on entend beaucoup parler de la question des regrets, la question des détransitions. Alors on parle généralement plus de retransition, parce qu'on ne détransitionne pas, je ne reviens pas en arrière si jamais je décide enfin c'est même pas si je décide, si jamais je ressens que finalement ces démarches de transition m'ont aidé à me sentir mieux d'un point de vue de mon confort identitaire, mais que finalement, je me rends compte que pour un certain nombre de raisons, eh bien, une retransition s'avère plus bénéfique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans 85% des cas, les personnes retransitionnent du fait du contexte extérieur dans lequel elles se trouvent. Dans 15% des cas, pour des raisons personnelles. Et parmi ces 15%, la dimension de regret est nettement pas celle qui est la plus mise en avant. Et avec des personnes qui peuvent exprimer, dans une majorité de cas, un ressenti non binaire. Voilà. Comparativement, je vous ai remis quelques chiffres de regrets qui ne concernent pas du tout la transition. Donc, d'opérations, de tatouages. Plus élevé sur les tatouages. Voilà. Je pense que je peux passer, vous avez en tête. On ne questionne pas suffisamment. Les questions, en fait, quand on accompagne, et là je mets ma casquette de professionnel de santé plus que de personnes concernées, quand on accompagne des personnes qui se questionnent ou voilà, qui ont besoin d'être accompagnées dans le cadre d'une transition de genre, régulièrement, on se pose la question des spécificités et non-spécificités que c'est que d'accompagner des personnes transgenres. Et en fait, il y a plus de non-spécificité que de spécificité. J'ai réussi à le dire. Avec parfois des questions qu'on se pose pas du tout dans d'autres contextes. Je donne un exemple, quand on accompagne des mineurs tout juste prépubères où la question peut se poser de bloqueurs de puberté pour temporiser, se donner le temps d'avancer dans des questionnements avant de, pourquoi pas, prendre de la testostérone ou oestrogène, progestérone ou pas. Eh bien, on se pose beaucoup de questions en se disant: «Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que les personnes peuvent, accueillir toutes ces informations-là? Comment est-ce qu'on va adapter au mieux la parole?» Et en fait, c'est pas du tout souvent les mêmes précautions qui sont prises en oncologie. Parce qu'on se dit: «Ah bah, en oncologie, il y a un risque vital et s'il s'agit de penser une éventuelle préservation de la fertilité, bon bah, il faut y aller, quoi». Et donc c'est là où il s'agit de donner toute l'importance à la santé mentale et pas forcément à la santé somatique. Pourquoi, quand envisager de patienter? Il n'y a pas vraiment de contre-indication en tant que telle sur le plan de la santé mentale à entamer une transition. Maintenant, pour moi, c'était important avec vous de revenir, parce que je suis psychologue, parce que j'accompagne des personnes qui peuvent être névrosées, psychotiques, borderline. J'ai notion, enfin, le fait d'être trans ne prémunit pas, en fait, d'avoir des co-occurrences psychiatriques. Maintenant, ce qu'il s'agit le plus souvent d'avoir en tête, et ça, encore une fois, je pourrais transmettre après la présentation des références de publications scientifiques, ce qui est souvent le plus mis en avant, c'est l'enjeu du stress minoritaire, en fait, qui vient brouiller les choses. Où en fait, le stress, on peut, si vous voulez, avoir un certain équilibre psychique, et puis l'environnement dans lequel on va être, qui va favoriser un bien-être psychique, permettre un épanouissement identitaire ou au contraire avoir des enjeux de précarisation sur le plan de la santé mentale, ça peut être souvent c'est un déclencheur. L'environnement extérieur peut être un déclencheur d'une décompensation psychotique, d'une décompensation névrotique, d'une décompensation limite. Bon, pardon, moi j'ai pas la nomenclature DSM, mais dans cette idée, il faut garder la notion d'équilibre qui peut être amené à se déséquilibrer en fonction de l'environnement dans lequel je me trouve et des violences auxquelles je peux être confrontée.
Donc, quand on accompagne des personnes trans qui peuvent également présenter des co-occurrences psychiatriques, il s'agit de dire, bah, un, que ça prémunit pas, que deux, ce qui est important, c'est du coup d'accueillir, accompagner, démêler dans l'éventuel mal-être qui est amené par les personnes, ce qui relève davantage d'une difficulté d'accès à des soins transaffirmatifs et à des démarches de transition, et ce qui relève d'autres questions. Voilà. C'est important dans ces cas-là de se dire: «OK, je ne suis pas forcément sûre de savoir de quoi il en retourne, je fais un pas de côté, ensemble on va, se poser et du coup dépioter de quoi il en retourne. Est-ce que c'est plutôt de l'un, plutôt de l'autre?» Et au fur et à mesure de l'accompagnement, du temps, qu'on peut se donner pour accompagner, bon, bah, on va essayer d'adapter et d'accompagner au mieux les personnes sur le plan de la santé mentale. D'autant plus que je prends par exemple les troubles des conduites alimentaires. Vous avez un certain nombre de personnes qui, d'une certaine façon, ça va être une forme de, si on peut dire, de mésusage des troubles des conduites alimentaires, où en fait il s'agira par exemple de penser les troubles des conduites alimentaires non pas seulement comme le signe d'un mal-être psychique, mais aussi comme une forme de tentative de modeler le corps pour je dirais, heu heu, participer à donner une certaine présentation de soi genrée. Je pense à certaines personnes transmasculines et ou non binaires, présumées filles à la naissance, qui peuvent par exemple présenter des troubles du comportement alimentaire en restriction pour gommer les formes, qui sont habituellement, je dirais, identifiées stéréotypiquement comme quelque chose de féminin. Inversement, des personnes présumées garçons à la naissance qui peuvent être dans certains moments dans des moments de conduite d'hyperphagie. C'est pas forcément seulement la question du mal-être, c'est aussi, d'une certaine façon, une manière de participer à une certaine présentation de soi. Donc il s'agit toujours d'avoir en tête qu'est-ce qui relève des enjeux d'accès à une transition, qu'est-ce qui relève d'autres questions, et puis de déconstruire aussi les enjeux, enfin la question du normal et du pathologique quand on appréhende une co-occurrence psychiatrique. Ou en tout cas voilà, de déconstruire, le regard, qui est souvent oui, bah, c'est ça, de normal et pathologique. Bref. Pour avancer, rapidement sur les enjeux de comment accueillir, bon, bah, un point essentiel, il est toujours de pouvoir, se dire que la personne qu'on a en face de soi, d'ailleurs personne trans comme toute personne, n'est pas ce qu'on voit. Et du coup, il s'agit de poser, on peut simplement poser la question en début de rendez-vous, en début d'entretien. Voilà, quels pronoms j'utilise, quels accords j'utilise, comment je m'adresse à vous, de pouvoir plutôt appeler la personne par le nom de famille, plutôt que forcément par monsieur, madame. C'est une politesse qui en devient pas polie. Et voilà, de pouvoir utiliser des formules épicènes. Et puis si on ne sait pas, de demander, tout simplement. Si on sait pas, si on n'a plus toutes ces questions-là en tête, de dire, bon, comment je m'adresse à vous? Bon, voilà. Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble? On reviendra peut-être plus tard s'il y a des questions sur les enjeux de dossier, notamment si vous accompagnez des personnes qui sont par ailleurs accompagnées à l'hôpital et où il y a tous les enjeux de difficulté, Orbis, Gilda, tous ces logiciels qui sont binaires et avec une certaine cisnormativité. Quelques enjeux que je remettais, donc passer le moment d'accueil, comment est-ce qu'on accompagne dans une approche transaffirmative? Bah déjà, on respecte la personne dans ce qu'elle exprime, parce que déjà, elle a tout à nous apprendre sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle souhaite, quels sont ses besoins, de pouvoir avancer ensemble dans ses questionnements et l'accompagner au mieux. Donc, pardon. Donc, il s'agit d'accueillir, il s'agit de pouvoir accueillir les doutes, de pouvoir accueillir les allers-retours, de pouvoir penser la singularité de la personne qu'on a en face de soi, pouvoir se laisser surprendre. Il s'agit de pouvoir, de ne pas minimiser les connaissances des personnes, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de personnes trans et non binaires qui, bah, justement, par peur de rencontrer de l'incompréhension, du rejet, de la transphobie ordinaire,
qui vont éminemment se renseigner sur des forums, éminemment lire des publications scientifiques qui en sauront souvent plus que vous. Donc il s'agit de pouvoir, je dirais, dans cet objectif de rendre la personne agente de l'accompagnement pour qu'elle puisse avancer au mieux dans le suivi et qu'il puisse y avoir une compliance dans les soins. Il s'agit de pouvoir, du coup, respecter ses connaissances, pouvoir également se former, s'informer pour justement donner des informations qui soient les plus précises, les plus ajustées, qui puissent s'adapter à ses capacités de compréhension, à son degré de maturité. Donc il y a cette idée de fournir des soins compétents, adaptés, cette idée d'être dans une perspective d'amélioration de son accompagnement, de formation continue, de ne pas se concentrer uniquement sur un enjeu de réduction de l'incongruence de genre qui peut être présente ou non, mais de pouvoir aussi penser, encore une fois, les dimensions de confort, d'expérience positive. Et puis de rejeter également les approches qui ont pour but la conversion. Les thérapies de conversion, je le rappelle, sont actuellement, j'espère que ça ne va pas bouger avec le climat actuel, mais sont interdites par la loi. Au-delà de l'accueil, au-delà de l'accompagnement, de l'approche transaffirmative, du respect, d'un accompagnement qui se veut bienveillant, la neutralité bienveillante, ça n'existe pas, mais la bienveillance, ça existe. La bienveillance, c'est de se laisser surprendre pour, encore une fois, accompagner au mieux. Eh bien, quand on se sent dans une impasse, ben on peut collaborer avec d'autres professionnels de santé, collaborer avec des partenaires associatifs. Vous avez notamment, je pense au REST, le réseau de santé trans qui rassemble un certain nombre, enfin qui est une boucle de mail qui rassemble un certain nombre de professionnels de santé. Ça peut être une ressource très précieuse, justement, quand il s'agit de trouver des professionnels de santé, quand il s'agit de poser une question sur tel ou tel dosage d'un traitement, telle ou telle difficulté rencontrée par une personne, voilà, qu'on accompagne. Ça peut être une ressource assez précieuse. Vous avez des associations partout sur le territoire également, qui justement peuvent permettre de sortir parfois certaines personnes d'un certain isolement social avec des groupes de parole, avec voilà, des événements ponctuels qui peuvent être vraiment précieux pour évoluer dans les questionnements, pour sortir, je le disais, d'un certain isolement, avoir des représentations d'autres personnes qui sont plus avancées dans certaines démarches de transition. Donc, encore une fois, c'est un espace complémentaire de ce que les personnes peuvent chercher dans vos consultations. Également, vous pouvez penser des groupes d'échange de pratiques. Encore une fois, il peut y en avoir partout sur le territoire. Je notais notamment, parce que je crois que celui-ci est fait en visio à Espace Santé Trans, il y a un groupe d'échange de pratiques de professionnels primo-prescripteurs. Bon, bah voilà, c'est encore une fois, ça peut être un plus. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai remis, si jamais vous avez envie de vous former sur des enjeux très spécifiques de santé mentale, différentes dates là qui vont y avoir lieu sur tout 2025 de soirées de formation. Voilà, c'est accessible sur Internet. Et puis, bah, du coup, je me suis dépêchée pour qu'on ait le plus possible de temps de discussion pour cette table ronde. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à toutes et tous. Donc c'est moi qui ai la charge de retirer votre parole parce que je vais parler beaucoup, donc du coup il y aura moins de temps de questions-réponses à cause de moi. Mais on va avancer malgré tout dans les éléments qu'il y avait à vous présenter. Je m'appelle Anaïs Perrin-Prével, je suis directrice de l'association Outrance. On est une association féministe d'autosupport trans. Et donc, si on prend les déclarations d'intérêt, il se trouve que je suis une femme trans, donc j'ai un petit intérêt sur les enjeux de transidentité. Je suis engagée dans l'association depuis 2009, j'en suis directrice. Et donc, à ce titre-là, je suis en charge de l'autosupport. Le principe de l'autosupport, c'est qu'on est des personnes trans, on vient en aide à des personnes trans par une adresse mail d'autosupport et par des groupes de parole que l'on peut réaliser. Alors, nos groupes de parole sont plutôt sur Paris, mais il y a d'autres associations un peu partout en France qui peuvent faire des groupes de parole. Vous avez sur vos sièges, si vous ne les avez pas pris en vous asseyant, levez-vous parce que c'est sous vos fesses.
Sinon, vous avez la présentation de l'association avec l'adresse mail pour envoyer des questions sur l'autosupport si vous le souhaitez. On fait aussi beaucoup de formations. Pour le coup, nous, on est avant les formations qu'Espace Santé France peuvent faire. C'est-à-dire qu'on fait les formations à l'accueil des personnes trans pour tout public, et en particulier pour les professionnels de santé. J'y reviendrai un petit peu après. Et on essaie de faire avancer les droits des personnes trans à plusieurs degrés. Alors, au sein de la WPAS, qui est l'Association mondiale des professionnels de santé qui prennent en charge des personnes trans, et puis dans des institutions, défenseurs des droits, la DILCRA, la plateforme Trajectoire Jeunes Trans dont a parlé Fanny tout à l'heure, qui est avec la PHP sur Paris, et puis la Haute Autorité de Santé, parce qu'il se trouve qu'on est en train de rédiger des recommandations pour la prise en charge des personnes trans. Quand je dis on, c'est pas moi, mais c'est les personnes à la Haute Autorité de Santé. Je fais partie du groupe de travail avec d'autres personnes, d'autres associations, et surtout des professionnels de santé aussi, qui accompagnent des personnes trans. Et donc on espère que ça puisse sortir assez rapidement. Je vais revenir, pour le coup, je vais peut-être un peu sortir des transidentités, puis pour y revenir un petit peu mieux après, pour revenir un peu sur le thème général de cet atelier qui est sur les discriminations et comprendre de quoi on parle quand on va parler de discrimination. Et en particulier sur le code de santé publique qui, dès le départ, parce qu'on est dans les tout premiers articles, vous voyez le -3, c'est-à-dire c'est le 3e article, parce que dans le droit français, il y a une logique incroyable. Les premiers articles commencent par 1110, c'est normal, mais disons que le premier article, le 3e article du Code de santé publique dit dès le départ qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, et les professionnels de santé ne peuvent refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés par l'article 225.1 du Code pénal. Les motifs visés par l'article 225.1 du Code pénal, il y en a 24 qui sont listés là. Alors là, c'est un petit peu un brouhaha pour vous parce qu'il y en a beaucoup, hein, l'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de grossesse, l'apparence physique, la situation économique, etc., etc. Et entre autres, dedans, il y a l'identité de genre, qui est la seule chose que j'ai mise en gras pour que ce soit plus facile pour que vous puissiez regarder. Mais on a de la même façon, au même niveau, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que français, l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, prétendue race, religion déterminée. Il y a un B qui ne marche pas. Enfin voilà, donc en tout cas, tous ces sujets-là, tous les enjeux qu'il peut y avoir de sexisme, de grossophobie, de tout ce qui est religiophobie, quelles que soient les religions, que ce soit les éléments aussi sur tout ce qui peut tourner autour du racisme d'un moment à un moment ou un autre, l'antiphobie, etc. Tous ces éléments-là sont protégés par le droit français, dans l'article 225.1 du Code pénal et à plein d'autres endroits. Et du coup, rappelés dans le Code de santé publique pour dire il ne faut pas qu'on se mette à un moment ou à un autre en tant que professionnel de santé dans une situation où on va, de fait, refuser des soins à une personne en raison d'un de ces critères-là. De façon générale, si on peut éviter de refuser les soins, c'est plutôt pas mal aussi. Et donc, si on va un peu plus loin dans la définition plus générale, plus grand public, et pas spécifique à la santé, de ce qu'on appelle une discrimination, c'est bien de dire refuser quelque chose, etc., mais qu'est-ce qu'est une discrimination en soi? Et il y a un article qui est, si je change de mon côté, mais pas de votre côté, ça ne va pas servir à grand-chose, qui est sur une loi de 2008, et qui définit les discriminations comme tout agissement subi par une personne, donc on est vraiment centré sur la personne, qui a pour objet ou pour effet, donc soit c'est volontaire, soit c'est une conséquence de ce que l'on est en train de faire, de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et la loi fait la distinction entre les discriminations directes et indirectes. La discrimination directe, c'est la situation dans laquelle une personne volontairement va maltraiter une personne, en tout cas va traiter de façon différente une personne par rapport à une autre personne en raison de quelques critères que ce soit ou pour quelques raisons que ce soit. Et indirect, c'est quand on a un dispositif, donc une disposition, un critère ou une pratique qui a priori pose pas d'enjeu spécifique, mais qui de fait qu'il y a un traitement qui est différent entre les personnes selon un critère de discrimination. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais qu'on insiste ensemble aujourd'hui, qui est cette idée que, peut-être sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement en train de faire une discrimination, on n'est pas directement en train de discriminer une personne, on n'est pas directement en train de dire « je ne veux pas voir tel ou tel type de personne », mais quand on a mis en place un certain nombre d'éléments, ces éléments-là excluent certaines personnes de pouvoir accéder, dans votre cas, aux soins, mais à tout autre service qu'il peut y avoir par ailleurs. Et dans ce cas-là, on est dans une situation de discrimination. Et je vais juste revenir aussi un petit peu l'environnement intimidant, hostile. Pour pas mal de personnes, il y a certains lieux qui sont considérés comme des environnements intimidants, parce que ce sont des institutions. C'est le cas de l'éducation, c'est le cas des écoles, c'est le cas des hôpitaux et de la santé. Il y a un côté un peu intimidant quand on va en tant que patient-patiente ou quand on va en tant que personne pour avoir des soins. Il y a une institution dans laquelle on peut être. Il faut avoir conscience qu'on peut être porteuse ou porteur
de cette intimidation qui est portée par son métier, par l'institution dans laquelle on est, et que cette intimidation, de fait, elle ne sera que renforcée quand on a une personne qui, pour X raisons, subit directement ou indirectement un certain nombre de discriminations. Une fois qu'on a avancé sur cette idée-là, l'idée c'est de réfléchir ensemble à sa pratique et surtout, en amont, d'identifier finalement ses préjugés. Qu'est-ce qui fait que les pratiques peuvent être discriminantes d'une façon ou d'une autre? Et dans ce cas-là, c'est vraiment se positionner par rapport à ça. Il y a des éléments qui sont systémiques, et puis il y a des éléments qui peuvent être beaucoup plus individuels par rapport à un certain nombre de préjugés qu'on va avoir. Et c'est là où je vais revenir sur les transidentités, comme ça a été très bien dit en introduction. Si je vous parle des transidentités, si je vous parle des discriminations liées à l'identité de genre, c'est parce que c'est là-dessus où j'ai une légitimité à vous parler en tant qu'association, directrice d'une association de personnes trans. Mais sans doute, ces éléments-là sont largement transposables sur plein d'autres critères de discrimination. Et ce qui est intéressant que vous puissiez avoir en tête, c'est la mécanique qui va dans ce cadre-là. Et la mécanique, elle est de réfléchir sur les préjugés institutionnels qui peuvent exister, et en particulier sur les transidentités. Il y a une histoire dont on est en train de sortir à peine, et encore avec, de façon très douloureuse, de dépathologisation des transidentités. Jusqu'en 2010, en France, les personnes trans pouvaient bénéficier de l'ALD, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce qu'est le protocole d'affection longue durée, mais jusqu'à 2010, les personnes trans bénéficiaient de l'ALD au titre des troubles mentaux, donc l'ALD 23, et depuis 2010, la ministre de la Santé a dit on prend en charge les personnes trans pareil, ALD exonérante avec tout ce que ça peut ramener derrière, mais on n'est plus en trouble mental ALD 23, on est en ALD 31 hors liste. 2010. En 2016, il y a une loi, qui est la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui dit qu'on peut changer sa mention de sexe à l'état civil, au tribunal, ou changer son prénom en mairie. Avant 2016, la jurisprudence des tribunaux exigeait la preuve d'avoir eu une intervention génitale pour que les personnes puissent changer leur mention de sexe à l'état civil. Il fallait avoir été stérilisé d'une façon ou d'une autre, vaginoplastie, vulvoplastie pour les femmes trans ou les personnes transféminines, et puis pour les personnes transmasculines, l'hystérectomie à minimum. La France a été condamnée à juste titre par la Cour européenne des droits humains, et donc depuis 2016, on peut changer sa mention de sexe même si on n'a pas fait du tout de transition médicale. Donc on a dépathologisé au niveau légal les transidentités. Et puis enfin, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a la CIM 11 qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2022 et qui a sorti les transidentités qui avant étaient au titre de la dysphorie de genre dans les troubles mentaux et qui parle maintenant d'incongruence de genre dans les affections liées à la santé sexuelle. Je n'ai pas vu le rapport entre l'identité de genre et la santé sexuelle, mais disons qu'on est sorti des troubles mentaux, donc on a une dépsychiatrisation au niveau mondial, enfin quasi mondial, parce qu'il y a des pays qui sortent de l'OMS à cause de ça d'ailleurs, mais on a une dépsychiatrisation des transidentités qui est en vigueur au 1er janvier 2022. Juste pour vous donner une idée, CIM 11, CIM 10, juste avant, elle est rentrée en vigueur au 1er janvier 1993. Pourquoi je vous parle de la CIM 10? Parce que la CIM 10 portait la dépsychiatrisation de l'homosexualité. On est en matière de transidentité, là on était il y a 29 ans en matière d'homosexualité. Donc si vous pensez qu'on est plutôt avancé, plutôt bien intégré sur les questions d'orientation sexuelle diverses, déjà vous vous plantez un peu parce qu'on n'est pas si bien avancé que ça, mais si tant est, imaginez où est-ce qu'on en est sur les questions de transidentité, on a encore 30 années de travail à faire pour arriver ne serait-ce qu'au même point qui n'est pas top sur les questions d'acceptation de l'orientation sexuelle non hétérosexuelle. Donc on est vraiment sur une logique institutionnelle et même internationale finalement assez récente. Et si on arrive au niveau national, on a des freins qui existent dans les systèmes de soins sur la prise en charge des personnes trans et qui du coup sont discriminants pour les personnes trans. On n'a par exemple aucune recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé sur aucun enjeu LGBTQIA+. Pas spécifiquement sur les transidentités, sur 0 enjeu LGBTQIA+. Donc les recommandations qui sont en cours, qui devraient sortir en mai 2025, seront les premières en France sur les enjeux de santé LGBTQIA+. Il n'y a aucune formation initiale, ni de formation continue du corps médical sur les enjeux LGBTQIA+, en général. Si vous avez pu bénéficier dans votre parcours de telle ou telle sensibilisation sur les enjeux LGBTQIA+, c'est parce que votre université, votre faculté a intégré ça, mais ce n'est pas dans le programme. Alors c'est en train de changer, mais ça prend du temps, parce qu'au niveau du plan de DILCRA de lutte contre les LGBT-phobies, il est prévu que dans les formations des professions de santé, il puisse y avoir un module de sensibilisation contre les LGBT-phobies. On n'en est pas encore à prendre en charge les personnes LGBTQIA+, mais au moins on va éviter les LGBT-phobies.
Et donc, nous, on est partenaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour essayer justement de travailler sur le contenu de ce module-là et faire en sorte que ce module-là puisse aussi être directement effectif pour les personnes trans. On peut éviter d'être affectif, ce serait mieux. Il y a d'autres sujets qui se posent problème, c'est que les codifications de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la sécurité sociale, peuvent être genrées. Bon courage, si vous êtes une personne trans masculine, vous avez fait votre changement d'état civil, vous avez un numéro de sécu qui donc commence par un 1 pour avoir des soins gynécologiques. Pendant très longtemps, on ne pouvait même plus les codifier, maintenant on peut les codifier, mais ça monte automatiquement au niveau des caisses primaires d'assurance maladie en suspicion de fraude. Donc il y a des risques de déremboursement derrière. Pour une personne transféminine, numéro de sécu commence par un 2 si elle a fait son changement d'état civil, bon courage, ça je vous parle d'expérience, pour faire une échographie testiculaire. Parce que ce n'est pas prévu et ça ne rentre pas dans les codes. Du coup, les actes qui sont faits pour les personnes trans ne sont même pas comptabilisés dans l'organisation des soins. Parce qu'il n'y a aucune échographie testiculaire faite sur une femme, étant donné que la codification n'est juste pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut se torturer pour essayer de trouver une solution pour pouvoir prendre en charge les personnes. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les hormones que prennent les personnes trans en tant que personnes trans. Après, dans les trucs un peu biscornus, la testostérone que peuvent prendre les personnes trans masculines devient dans l'autorisation de mise sur le marché quand les personnes ont fait leur changement d'état civil. Parce que c'est devenu un homme, donc en tant qu'homme, devenu au sens légal du terme, ça a toujours été, mais du coup, il y a cet enjeu-là de dire, en fait, on a un problème, c'est que quand, en tant que médecin, vous pouvez être amené à faire des prescriptions d'hormones, vous les faites hors AMM, avec tout ce que ça peut impliquer derrière. Donc là, il y a un travail qu'on fait avec la Haute Autorité de Santé d'une part, parce que ça peut permettre de faciliter aussi le cadre légal là-dessus, et puis avec les laboratoires pour qu'ils puissent intégrer, mais c'est très très loin à faire, dans les autorisations de mise sur le marché, le cas des personnes transidentitaires. Et puis, il y a très peu d'études qui existent sur les transidentités. Oula, c'est bizarre les contrastes, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, dans les éléments après que l'on peut avoir, ça c'est l'organisation structurelle, et puis à mi-chemin entre cette organisation structurelle et puis notre pratique individuelle, il y a les idées reçues. Et dans les idées reçues, la principale sur laquelle je voudrais qu'on insiste un petit peu, c'est de quoi on parle quand on parle d'une personne trans, et en particulier de ce que peut être amené à faire à un moment ou à un autre une personne trans. Fanny parlait de confort, on parle d'atteindre son point de confort dans le cas d'une transition, on est dans le même ordre. Et en fait, quand on réfléchit à les personnes trans, on pense que toutes les personnes trans peuvent être en interaction à un moment ou à un autre pour une transition médicale. En réalité, si on prend le chiffre le plus bas sur le nombre de personnes trans et le plus élevé sur le nombre de personnes en interaction médicale, c'est moins de la moitié des personnes qui font des transitions médicales, quelles qu'elles soient. Tout le monde ne fait pas de transition hormonale, tout le monde ne fera pas d'opération, et tout le monde ne fera pas d'opération génitale. Le problème, c'est que quand on réfléchit à une personne trans en général, on pense à une personne qui a fait une opération génitale, qui a fait d'autres opérations, qui a pris des hormones, donc fait une transition médicale. Donc on se focalise sur la minorité de la minorité de la minorité de la minorité de la minorité. Comme il n'y a que les opérations génitales qui sont considérées comme irréversibles dans le cas d'une transition, on peut potentiellement se mettre des freins à l'accueil des personnes, alors peut-être que la personne ne voudra même pas faire de transition médicale du tout. Alors encore moins d'opérations par ailleurs, et parmi les opérations, encore moins d'opérations génitales. Donc il faut sortir complètement de cette idée que toutes les personnes trans, à terme, à un moment ou à un autre, la seule chose qu'elles ont en tête, c'est de modifier ce qu'il y a dans le pantalon. Non, c'est notre vie. On peut avoir ce qu'on veut dans le pantalon ou sous la jupe, on a le droit aussi, mais il n'y a pas de systématisme, il n'y a aucun systématisme dessus. C'est pas forcément souhaité par les personnes, parfois c'est imposé par la société, et donc il faut toujours poser les éléments autour de ça. Et puis donc, de fait, en tant que professionnel de santé, on peut avoir des biais de prise en charge. Les médecins qui prennent en charge les personnes trans pour les transitions ont l'impression que toutes les personnes trans veulent faire des transitions. Les chirurgiens et les chirurgiennes qui voient des personnes trans pour faire des opérations ont l'impression que toutes les personnes trans veulent faire des opérations. C'est un biais. Nous, en tant qu'association, on voit plutôt des personnes qui veulent s'engager d'une façon ou d'une autre dans une transition quelle qu'elle soit. Mais il y a plein de personnes trans qui ne feront jamais transition de leur vie et qui vont peut-être pas voir nos associations parce qu'elles n'ont pas forcément de besoin, entre guillemets, de pouvoir avoir de l'information dans ce sens-là. Donc, on va avoir conscience de ce biais-là. Il y a d'autres éléments. Ce n'est pas obligatoirement une souffrance d'être une personne trans. On a une phrase qu'on aime beaucoup d'un bénévole de l'association qui dit « Avant, j'allais bien, mais je ne savais pas que je pouvais aller mieux ». Et c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel on peut être, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller mal pour pouvoir prendre en charge une personne trans, il faut simplement que la personne veuille simplement aller mieux, et on a un petit leitmotiv qui vient aussi du sous-titre Association féministe, Mon corps, mon choix, qui fait qu'on peut aussi demander à pouvoir faire des modifications corporelles d'une façon ou d'une autre, et il n'y a pas de raison de le refuser. Il n'y a pas d'âge pour découvrir sa transidentité, et pour la vivre aussi, ça peut prendre du temps.
Fanny parlait des délais qui peuvent exister dessus. Moi, je suis un peu hors sujet, hein, j'ai mis 48 ans pour pouvoir passer de «oui, je sais» à «je le fais». Donc, les temps peuvent être particulièrement longs sur l'ensemble. Il n'y a pas d'attestation psychiatrique nécessaire à quelque moment que ce soit, et nulle part, et à aucun degré. Et même pour les opérations génitales, où avant il y avait encore cette attestation psychiatrique, depuis mars 2024, le médecin conseil national a retiré complètement ces obligations-là. Donc il y a zéro obligation d'attestation psychiatrique. C'est pas grave d'être une personne trans. Les personnes trans peuvent être parents. Un homme peut être enceint. Il peut accoucher. Et il doit pouvoir bénéficier des mêmes capacités qu'une femme qui va accoucher. Et c'est pour ça que nous, on fait des formations auprès de services obstétriques dans des hôpitaux pour pouvoir accueillir au mieux les personnes trans qui ont un projet parental. Et puis, la transidentité n'est pas une sexualité. Donc, on va oublier le terme transsexuel. C'est pas une question de sexualité, c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est pas une question de pratique sexuelle, c'est juste une façon de pouvoir vivre son genre dans la société et comment on se définit dans la société. Et ça n'est qu'une partie des idées reçues, il y en a plein d'autres, et vous en avez pas mal qui sont dans le document, vous pouvez le déplier complètement, vous avez en bas 8 idées reçues qui sont placées dessus, c'est trop tôt, c'est trop tard, etc. Il y a largement ce qu'il faut, et il y en a malheureusement beaucoup d'autres par ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site. En fait, de façon générale, ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est que l'idée qu'il n'y a pas de santé trans spécifique. Il n'y a aucune santé trans spécifique. Les actes qu'une personne trans peut être amenée à faire sont potentiellement les actes qu'une personne qui n'est pas trans, donc une personne cis, peut être amenée à faire aussi. Si une femme cis, donc une femme qui n'est pas trans, a de l'hirsutisme, elle peut avoir besoin de faire de l'épilation définitive. C'est la même épilation définitive avec la même codification de la sécurité sociale qu'une femme trans va faire pour retirer ses poils de barbe. Le terme qui est différent, mais l'acte est exactement le même. Si une femme cis a un bonnet inférieur à un bonnet A, elle peut bénéficier d'une augmentation mammaire prise en charge par la sécurité sociale. C'est exactement la même chose qu'une femme trans peut être amenée à faire pour faire une augmentation mammaire. Quand je dis ça, ça ouvre plein de perspectives aux gens normalement. Mais c'est exactement le même acte qu'on va pouvoir lancer dessus. Si un homme cis qui fait de la gynécomastie décide d'avoir une torsoplastie pour retirer son développement de glande mammaire qui ne s'est pas résorbé à l'adolescence, ben c'est exactement le même acte qu'un homme trans va faire pour pouvoir faire une torsoplastie et avoir un torse. Dans tous les cas, toutes ces opérations, tous ces actes sont des actes d'affirmation de genre. Et en fait, ce que font les personnes trans, c'est exactement les mêmes actes d'affirmation de genre que ce que font les personnes cis. Alors, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître un peu plus spécifiques, sur les vulvoplasties, sur les vaginoplasties, sur les phalloplasties, etc. Mais sachez simplement que les phalloplasties ont été inventées pour soigner les gueules cassées, donc gueules cassées, c'est peut-être pas le bon terme, mais les soldats de 14-18 qui avaient leur appareil génital qui avait été arraché pendant la guerre, et donc pour reconstruire leur appareil génital à ce moment-là. Donc, y compris ces chirurgies-là ont été créées pour des personnes cis avant d'être créées pour des personnes trans. Donc, dans tous les cas, on est dans cette logique-là. Il n'y a pas de santé spécifique pour les personnes trans. Par contre, et ce qui est important, c'est de faire en sorte que sa pratique soit inclusive des personnes trans, et donc que le droit commun de façon générale puisse être inclusif des personnes trans. Et donc ça nécessite de repenser complètement sa pratique. Et ça nécessite d'autant plus de repenser sa pratique qu'on va avoir un autre enjeu dessus qui va être, je vais juste rester dessus, de la place du médecin généraliste. Je vais juste m'arrêter quand même 30 secondes sur cette slide-là, même si ce n'est pas noté. C'est qu'il y a un élément aussi qui est très très présent, on en parlait encore avec Casper tout à l'heure. En fait, on a largement intégré l'idée, en tant que personne trans, et de façon générale en tant que personne qui peut subir une discrimination, que, entre guillemets, c'est normal que je subisse une discrimination. Ce serait presque anormal que je puisse être pris en charge comme n'importe qui. Et donc, du coup, on ne va même pas remonter quand on a des problèmes. C'est normal qu'à l'hôpital, je me fasse mégenrer quand je vais faire une opération parce que, j'ai pas fait mon changement d'état civil, parce que mon apparence bidule, parce que je viens de me réveiller, parce que X raison. Non, ce n'est pas normal. C'est juste pas normal. On va penser que c'est normal qu'on nous demande des tests supplémentaires parce qu'on est une personne trans. On va trouver que c'est normal qu'on nous demande d'aller voir un psy à un moment ou un autre pour se rassurer. C'est juste pas normal. C'est une pratique supplémentaire qu'on va faire. Donc c'est une pratique qui en soi est discriminatoire. Mais c'est pas parce que la personne vous dit qu'elle subit une discrimination que la discrimination n'est pas réelle. La personne a réellement des actes supplémentaires à faire. La personne a réellement des éléments qu'on lui demande qu'on ne demanderait pas à quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce qu'elle s'en plaint pas qu'elle ne le subit pas. Et donc, il faut avoir conscience de tout ce qu'on donne en rab et qui devient autant de freins pour les personnes et autant de difficultés, même si les personnes ne s'en plaignent pas. Je vais, pour illustrer ça, vous donner un exemple qui sort d'une RCP sur laquelle, donc une réunion de concertation pluridisciplinaire à Pitié-Salpêtrière.
on ne va pas rentrer dans le détail du cas, mais dans ces réunions-là, on présente chaque situation individuelle et on fait en sorte que les situations individuelles soient présentées avec le genre que souhaite la personne. C'est-à-dire la personne si la personne dont on parle est une personne qui se fait appeler il, quelle que soit son assignation à la naissance, on dira il ou elle, si c'est elle dans ce cas-là. Et je me rappelle d'un cas où il y a une médecin qui n'est pas habituée à ces réunions-là et qui disait régulièrement il, je crois que c'était il pour elle ou inversement, enfin peu importe, on va dire il pour elle, il pour le cas d'une personne transféminine. Donc à un moment, on dit, mais est-ce que là, on parle d'une personne transféminine, parce que parfois on se mélange un petit peu quand les médecins disent dans un sens et dans l'autre, mais là on est bien sur une personne transféminine, pourquoi tu dis il et pas elle? Et la réponse de la médecin, c'était de dire, ah, je vais poser la question, ça lui pose pas de problème si je dis il à la place de elle. Mais c'est pas la question qu'on pose, c'est pas de savoir si ça pose pas de problème. La question, c'est comment la personne veut être désignée, pas est-ce que ça pose pas ce problème. Imaginez-vous, vous avez 15 ans, vous êtes dans un hôpital, c'est les personnes qui peuvent vous donner les éléments pour pouvoir avancer et réaliser et être dans votre genre. Est-ce que vous pensez que vous allez gueuler contre la personne en disant bah non, 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 je veux pas? Vous acceptez n'importe quoi. Donc en fait, c'est ça qu'il faut intégrer largement, et donc se dire que ces pratiques-là ne sont pas acceptables, et donc il faut changer la façon dont on va agir. Et donc on va changer avec aussi l'enjeu de la prise en charge des personnes trans par les médecins généralistes, et là vous avez beaucoup d'enjeux qui arrivent dans les mois à venir, parce qu'on va avoir les recommandations de la HAS, et si elles aboutissent telles qu'elles ont déjà été plus ou moins fuitées dans la presse et qu'elles peuvent avancer, eh bien, il est fort probable que la médecine générale soit au centre de la prise en charge des personnes trans. Sur deux axes. Il y a un axe qui est la deuxième partie sur les demandes de transition médicale, avec la capacité d'être le premier recours et surtout de coordination potentiellement des actes, et puis la capacité de prescrire des hormones quand il n'y a pas de situation particulière. Et il n'y a pas de raison. On sait prescrire des hormones de façon générale pour les personnes cis, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les personnes trans, sauf à avoir des préjugés. Et puis sinon, on peut orienter vers des spécialistes pour d'autres types de demandes ou quand on est sur des situations particulièrement complexes, mais ne pas escalader systématiquement vers des spécialistes à un moment ou à un autre. Mais il y a un autre enjeu, c'est qu'on n'est pas que des personnes trans. On est surtout et avant tout des personnes, et on peut avoir des enjeux de santé qui n'ont rien à voir avec notre transidentité. Et là aussi, il faut qu'on puisse être pris en charge en proximité. Moi, j'avais une médecin quand j'ai commencé ma transition. Je lui ai dit, bah, ça ne vous dérange pas, je vais faire ma transition, vous pouvez rester ma médecin. Elle dit, oui, pas de problème. Puis à chaque fois qu'il y avait un truc dans mes analyses où il y avait un truc un peu en gras, je lui dis, mais ça, c'est normal. Elle levait les bras en ciel en disant, bah, vous, dans votre situation, je ne sais pas. Bon, j'ai changé de médecin, une médecin qui n'est pas forcément plus au fait sur les questions de transidentité, mais qui dit, j'explore tout du côté masculin, tout du côté féminin, comme ça au moins j'écarte s'il peut y avoir un problème à un moment ou à un autre. Quelque part, je préfère ça. Mais en tout cas, c'est cette logique de se dire qu'à un moment ou à un autre, on a d'autres enjeux de santé que strictement les questions de la transidentité et des parcours de transition. Et puis, travailler en réseau de soins, c'est plutôt intéressant. Je vais terminer avec où est-ce que vous pouvez vous positionner dans votre pratique. Et donc, le premier élément, et sans doute l'élément le plus important, c'est de se positionner soi-même, de prendre conscience des biais que l'on a, prendre conscience de l'héritage que l'on peut avoir, de la vision qu'on peut avoir, en l'occurrence sur notre enjeu des transidentités, des normes de genre qu'on peut avoir, des normes sexuées qu'on peut avoir, et puis par extension sur tous les enjeux de discrimination, de tous les a priori que vous pouvez avoir et tous les préjugés que vous pouvez avoir et les biais dans votre pratique. Donc ça, c'est un travail individuel. Et puis sortir de la normativité médicale, dans notre cas de la cisnormativité médicale, c'est-à-dire de présumer que la personne que j'ai en face est obligatoirement une personne cis. Il peut y avoir les personnes trans. Il y a un jeu qu'on fait pas mal entre femmes trans, pour les femmes trans qui ont fait des opérations génitales, le jeu c'est d'aller voir des gynécos et de s'assurer que le gynéco ne voit même pas qu'on a fait une opération génitale. C'est cool. En matière de santé, c'est tout pourri, hein, parce que du coup, la personne ne prend pas en compte la réalité. Mais je vais juste vous donner un exemple. Une femme trans, quels que soient les actes qu'elle aura fait, elle aura toujours sa prostate. Si elle a une infection urinaire, ce ne sera pas un traitement flash. Combien il y a de médecins qui le savent? Très peu. Combien il y a de médecins qui vont penser à ça en voyant une meuf qui arrive en disant j'ai une infection urinaire? Très, très peu. Je parle de pratique. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir de cette cisnormativité et peut-être d'aller plus loin, parce que ce n'est pas forcément la personne trans qui sait ce qu'il faut pour elle. Donc c'est explorer toutes les pistes et tout ce qui peut exister, et on parle de la transidentité, mais c'est valable sur plein d'autres choses. Autre élément central, c'est de replacer ses priorités. Qu'est-ce qu'on appelle replacer ses priorités? En fait, pendant très longtemps, l'histoire de la prise en charge des personnes trans et surtout l'histoire de la prise en charge des personnes trans avec le passage par des psychiatres, c'était fait pourquoi? Pourquoi on envoyait voir des psychiatres
avant de prendre en charge les personnes trans. C'était pour protéger la société. En gros, il fallait s'assurer que la personne soit bien trans, et donc c'est un psychiatre qui va dire, ou une psychiatre qui va dire, oui, oui, la personne est bien trans, donc je peux commencer à engager ça. La personne, on s'en fiche. Ce qui va être intéressant, c'est de protéger la société. Et de façon générale, sur plein d'éléments, vous pouvez aussi avoir des pratiques qui vont avoir comme priorité de vous protéger dans votre pratique, et en oubliant la personne elle-même. Et donc l'idée, c'est de replacer la personne au centre du sujet. Est-ce qu'en faisant ces pratiques-là, on ne va pas écarter la personne du soin? Est-ce qu'en faisant en sorte qu'on n'ait pas la capacité d'avoir une acceptation directe ou qu'on puisse avoir des préjugés, etc., ce n'est pas autant de personnes qui viendront plus voir de médecins du tout, qui auront beaucoup d'autres enjeux de santé qui vont se faire. Je ne vais pas ressortir les chiffres qu'on vous a montrés tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de réfléchir à l'idée comment je fais pour prendre en charge une personne de façon prioritaire par rapport à simplement me protéger moi-même dans ma pratique. Et donc de voir comment je peux faire pour rendre compatible ma protection et le fait de prendre en charge la personne. On a, avec l'université Lumière Lyon 2, travaillé sur un projet qui s'appelle Forest, qui devrait aboutir au mois de mai pour une publication, qui a interrogé 13 professionnels de santé qui prennent en charge activement des personnes trans et qui a demandé mais pourquoi, alors que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez en charge des personnes trans. Et le leitmotiv de base, c'est de dire mais en fait c'est des populations qui aujourd'hui n'ont pas de solution de santé. Et moi, ma pratique de médecin, c'est de prendre en charge les personnes qui en sont exclues. Donc, je vais prendre en charge les personnes dans ce cadre-là. Et c'est tout l'enjeu. Ne vous mettez pas dans une situation où vous excluez les gens, mais mettez-vous plutôt dans une situation où vous allez récupérer les personnes qui ont pu être exclues par ailleurs. Le écouter sans juger, c'est reconnaître la diversité des parcours et respecter la façon dont la personne s'identifie, et puis aussi replacer un élément central qui existe dans l'organisation des soins en France, mais qui est très compliqué parce qu'on vous a appris à peu près tout l'inverse pendant vos études de médecine, c'est la décision médicale partagée. Quand on parle de ça, quand on dit oh non mais la personne concernée est la première personne qui peut dire si elle va partir sur tel ou tel traitement. La réponse que j'ai à peu près systématique de médecins qui sont installés, c'est non, 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 liberté de prescription du médecin, il n'y a que le médecin qui peut dire ce qu'il va mettre dans sa prescription. Peut-être. Code de santé publique, tout traitement, quoi qu'il arrive, doit recueillir le consentement libre et éclairé de la personne. Donc au final, la seule personne qui peut décider si on prend ou pas un traitement, c'est la personne concernée. Point. Point final. Et puis enfin, se documenter et s'informer. Et si on se forme, si on se documente, c'est aussi pour informer les personnes. Pourquoi on pousse à ce qu'il puisse y avoir des formations pour la prise en charge des personnes trans et sur ce que ça peut impliquer derrière? C'est parce que dans les enjeux qu'il peut y avoir, plus vous restreignez l'accès à la santé pour les personnes trans, moins les décisions que vont prendre les personnes pourront être réellement libres et éclairées. Imaginez si vous avez 1 an et demi d'attente, ce qui est le cas à certains endroits, pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un ou une endocrinologue pour pouvoir commencer votre traitement hormonal. Vous pensez qu'au bout d'1 an et demi, quand vous irez voir la personne, vous vous mettrez dans une possibilité de dire « non, finalement, je ne vais pas faire le traitement ». Ça fait 1 an et demi que vous attendez. Non, vous allez être avec des œillères dessus. On a des médecins qui font ça de façon, moi je trouve, très intelligente, qui disent « bon, vous venez me voir pour de la transidentité, pour faire un parcours de transition, pour prendre des hormones ? Ok, je vous fais tout de suite l'ordonnance des hormones, voilà, je la pose sur la table, maintenant vous l'avez. Maintenant on va parler. Maintenant, on va parler des effets, maintenant on va parler des conséquences, et donc la personne n'est plus orientée dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir avoir cette ordonnance, mais ok, j'ai cette ordonnance, qu'est-ce que ça va faire sur moi, qu'est-ce que ça va faire sur mon corps, qu'est-ce que ça va faire sur ma santé, quels vont être les impacts, il y a peut-être, oui, il y a la vision, il y a le dessin en plus qui me manquait, et donc du coup, c'est important de donner cette information-là pour se dire, est-ce que réellement c'est ce que je veux? On ne choisit pas, par exemple, les effets des hormones. Par exemple, prendre de la testostérone, désolé pour les personnes qui en prennent dans la salle, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un risque de calvitie. C'est un des éléments les plus masculinisants qui soit et c'est rarement demandé par les personnes transmasculines. Je ne sais pas pourquoi. Va savoir pourquoi. Si pour une personne c'est vraiment central cette question-là, il ne faudra peut-être pas prendre de la testostérone, en tout cas avoir les alertes pour se dire je vais arrêter à temps et avoir les alternatives qui vont bien derrière. Si on ne pense pas à ça, la personne peut avoir plein d'autres enjeux qui peuvent devenir compliqués. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'informer en tant que professionnel de santé pour pouvoir donner de l'information et être le premier relais de cette information-là. Et on a une brochure que vous pouvez récupérer sur le site de l'association trans.org, qui s'appelle Hormones et parcours trans, qui est en 80 pages, mais c'est du format A6 et du quart de page, c'est petit. Vous avez toutes les informations sur les hormones,
les types d'hormones qui existent, les dosages qui peuvent être donnés, les bilans initiaux, les taux à atteindre, et puis tous les effets directs ou indirects qu'il peut y avoir au niveau de la prise d'hormones et des hormones masculinisantes ou féminisantes. Et puis il y a plein d'autres enjeux et plein d'autres informations que vous pouvez avoir là-dessus. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette intervention vous permet de réfléchir un petit peu. Et puis, s'il y a un autre élément qui était noté en bas, et je suis passé un peu vite, il y a une formation le 28 mai qui est organisée conjointement avec votre organisme ici. Et donc, enfin ici, ce ne sera pas à Lille, hein, mais c'est une formation qui se fera sur Paris, mais en hybride. Et donc, restez alerte sur les réseaux pour pouvoir participer à cette formation si vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pas être disponible le 28 mai, mais que vous pouvez être disponible mardi prochain sur le site de l'association Transmo.org. On fait aussi une formation pour les pros de santé aussi, à laquelle vous pouvez encore vous inscrire. Il ne reste pas beaucoup de places, mais il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas et merci de votre attention. Eh bien, merci à vous trois pour vos interventions. C'était vraiment très enrichissant. Et maintenant, on va pouvoir faire un petit tour de parole. Donc, voilà, je vais déposer un micro ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez venir. Et du coup, vous prenez juste le micro. Là, on vous répondra. On a tué le débat. Je vais en profiter du coup avant que quelqu'un qui peut venir au micro pour récupérer peut-être directement pour parler au micro pour que tout le monde puisse entendre. Vous avez aussi sur votre siège le bingo. Le bingo, c'est les phrases qu'on entend en tant que personne trans et entre autres dans les phrases, il y a dans les rendez-vous médicaux. Et en fait, on se rend compte que ce bingo-là, il a un intérêt pour les personnes trans de dire « Ah, je suis pas la seule personne à qui on a dit ça ». Mais ça a aussi un intérêt pour les personnes qui sont en face et qui ont pu sortir ces phrases-là, de dire « Ah mince, ça j'ai pu le dire ». Et donc de se rendre compte de la charge mentale qu'on fait peser sur les personnes concernées. J'ai une question pour Fanny à propos du travail de renarcissisation. Comment vous, en tant que psychologue, quelle technique vous employez? Pardon, j'ai pas Le entendu. travail de renarcissisation de la transphobie intégrée, combien de temps ça prend? Quelle technique vous utilisez en tant que psychologue pour ce genre de choses? Et voilà. Une question très technique. Ouais. Alors, moi, je suis psychologue d'orientation psychanalytique. Donc, en fait, quand j'ai fait ma formation, le travail de psychothérapie auquel moi j'ai été formée dans mes études et auquel j'étais formée ensuite dans ma pratique à l'hôpital ou voilà, en général, est essentiellement basé sur la parole, dans la question d'une parole libre, dans quelque chose où on aborde un petit peu comme une discussion. J'utilise pas de technique. Parfois, il y a des exercices que je vais utiliser avec les personnes quand je sens qu'elles ont du mal à concentrer leurs pensées. En tout cas, je pense à un certain nombre de personnes qui ont des troubles de l'attention que j'accompagne, qui peuvent avoir un cahier, un crayon, enfin, qui écrivent pendant les rendez-vous, ou alors qui préparent les rendez-vous en amont, ou qui sont très éclatés et qui ont besoin de se recentrer. Souvent, ça passe par l'écriture, par des cartographies mentales, par un certain nombre de choses comme ça. Mais je ne vais pas forcément faire des techniques de représentation mentale comme il peut y avoir en TCC avec visualiser, enfin voilà, des exercices de visualisation. Moi, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça va être essentiellement au travers de ce que la personne amène, de pouvoir explorer ce qui pose difficulté et pas en faisant des pas de côté, de pouvoir aller voir où sont les forces, comment les valoriser. C'est vraiment essentiellement comme ça que se fait un travail de renarcissisation. Désolée, c'est un mot un peu barbare, c'est comme ça que je l'ai appris pendant mes études et je trouve que ça parle bien. Une autre manière de le dire serait par exemple en astronomie, pour regarder les étoiles. On la regarde pas de face, en fait, on la regarde à côté pour bien la voir. Et ben, c'est la même chose pour une personne qui arrive et qui a éminemment pas du tout confiance en elle. Eh bien, plutôt que de parler uniquement de ça, il y a quelque chose qui sidère la pensée, qui empêche d'accompagner, mais plutôt d'aller voir quels sont les intérêts de la personne, de pouvoir aller voir où sont les points de force, quels sont les espaces rassurants, de pouvoir un peu s'appuyer sur ces différents espaces-là pour au fur et à mesure faire un va-et-vient entre ce qui peut être compliqué et ce qui peut être rassurant. Ça marche quand on parle de renarcissisation, ça amène tout de suite la question de l'estime de soi, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en tête quand une personne arrive et présente, par exemple, des idées suicidaires
où à la fois c'est important d'accompagner les idées suicidaires en tant que telles, d'accompagner les crises d'angoisse qui sont amenées par la personne en tant que telle, de leur donner, enfin voilà, que ce soit pas justement, enfin voilà, que ça puisse être accueilli. J'allais employer l'expression en lettres mortes, mais du coup que je trouvais pas très adapté vu le contexte. Mais voilà, de pouvoir accueillir ça et en même temps de pouvoir pas se laisser non plus fasciner, sidérer, parce que en fait, l'angoisse de mort, par exemple, eh bien, c'est une angoisse à laquelle on recourt pour qu'on troque contre une autre angoisse. Souvent, derrière une angoisse de mort, bah, c'est des angoisses de vie. C'est une tentative de contrôler à peu près quelque chose. On n'arrive pas du tout à contrôler le contexte dans lequel on se trouve. Du coup, bah, on essaye de trouver des échappatoires à tout prix. Et même si on reste dans un registre d'angoisse, bah, on a une angoisse de mort, on a des idées noires, etc. Et donc, c'est un petit peu la même question. C'est à la fois, on donne toute l'importance à ce qui est amené, et en même temps, on fait des pas de côté, parce qu'en fait, c'est pas ça. Ça, c'est pas que c'est un leurre, mais c'est un signal envoyé par le corps pour dire il faut que je m'extrais de cette situation. Donc là, il y a quelque chose de traiter la question d'en face, mais en faisant des pas de côté. Donc effectivement, quand vous êtes amené à rencontrer des personnes, bon, j'imagine d'autant plus, moi, il y a la spécificité qu'au moins le rendez-vous, il est fait pour ça, on a le temps pour ça, mais qui viennent et qui présentent un mal-être, c'est à la fois d'y accorder de l'importance, mais d'avoir en tête que c'est une conséquence, en fait, d'une situation. Et qu'il s'agit pas de supprimer l'angoisse, mais de voir qu'est-ce qui donne lieu à de l'angoisse, qu'est-ce qui donne lieu à un manque d'estime de soi, etc. D'où l'importance, je pense, dans notre représentation, dans ce qu'on a pu dire, toute l'importance de penser les enjeux de l'environnement dans lequel la personne se trouve, d'aller penser justement les leviers sur ce qu'elle va pouvoir tirer pour pouvoir aller mieux, effectivement, et de pouvoir favoriser euh, ce qu'on appelle, alors du coup, pas en psychologie clinique, mais en neuropsychologie, la métacognition, c'est-à-dire ses capacités en propre pour résoudre une certaine situation. Elle a déjà toutes les clés, il faut juste l'accompagner pour qu'elle les trouve d'elle-même, quoi, mais elle les a. Je sais pas si ça répond. Ouais. J'avais une deuxième question à propos des TCA, les troubles du comportement alimentaire. Vous disiez que ça peut être une chose qui fait temporiser justement la transition. Mmh. Mais est-ce que justement le TCA n'était pas un symptôme de la dysphorie et que du coup le fait de Mmh. justement faire la transition ne pourrait pas soulager aussi et amener la transition? Sur cette diapo-là, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, si vous voulez, dans une consultation pédiatrique, enfin, pardon, dans une consultation médicale, j'allais dire pédiatrique parce que je travaille avec des mineurs essentiellement, mais dans une consultation médicale, que ce soit effectivement en psychiatrie ou dans le domaine général, euh, il s'agit, en tout cas, moi j'ai été formée peut-être un peu différemment en tant que psychologue, mais c'est vrai que dans votre métier, vous êtes quand même beaucoup formé à supprimer le symptôme qui est amené par la personne. Il s'agit de guérir, on supprime. Sauf que du coup, on n'agit pas forcément sur les causes qui ont mené au symptôme. Il y a et en fait, il y a quelque chose très axé sur le pathologique. Donc, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, une co-occurrence psychiatrique, un symptôme qui peut être amené par une personne, il y a une dimension qui peut être pathologique, mais il faut aussi considérer que c'est une stratégie de coping, c'est une stratégie d'adaptation à un certain environnement, et qu'il y a aussi une certaine il peut y avoir voilà, vous pouvez avoir certains présupposés par rapport à ce que vous considérez comme de l'ordre de la pathologie. Et en l'occurrence, effectivement, autour d'un trouble du comportement alimentaire, je peux passer par des crises d'hyperphagie et des moments de contrôle et de restriction intense parce que j'ai vécu dans un environnement insécurisant, parce que du coup, il y a quelque chose où j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions et la nourriture peut être un espace justement d'exploration, de contrôle des émotions à ce niveau-là. Mais il peut aussi y avoir des bénéfices secondaires effectivement, de dire, bon, bah voilà, il y a quelque chose du coup, en étant dans la restriction, en ayant un IMC bas, et ben du coup, j'ai pas forcément des formes, j'ai pas non plus des menstruations, et ainsi de suite. C'est de pouvoir aussi avoir en tête que c'est la question des bénéfices secondaires d'un symptôme. Tout comme une personne, pas forcément trans, je dirais, je sais pas moi, un adolescent hospitalisé temps plein, pour un passage à l'acte grave avec des idées suicidaires, un bénéfice secondaire de son hospitalisation, il peut être que ses parents vont pas forcément divorcer.
et que du coup, ça peut être compliqué pour lui de se projeter dans l'idée d'aller mieux, de sortir de l'hospitalisation, parce qu'il y a de nouveau des conflits, un conflit parental qui va avoir lieu. C'est un bénéfice secondaire. Cette diapo-là, elle amenait vraiment à penser ces Du différentes coup, traiter questions que le trouble du j'évoque et le comportement bénéfice alimentaire secondaire. qui empirerait du coup la dysphorie de genre si la dysphorie de genre ou la transition n'est pas amenée, c'est ça si je comprends bien? Ou Bah, disons que c'est une question complexe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dysphorie de genre ouais, et, et cette dysphorie de genre peut entraîner un certain comportement et par exemple, effectivement, de troubles du comportement alimentaire. Tout comme, justement, c'est là où je disais qu'il y avait à déconstruire les enjeux de normal et de pathologique. Certaines personnes, euh, ça peut être presque une démarche un peu transaffirmative que d'être dans des troubles du comportement alimentaire. Ce qu'on considérait comme du trouble du comportement alimentaire, où il n'y aurait pas forcément une dysphorie d'emblée, en amont, mais où il s'agirait d'asseoir une certaine présentation de genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où ça amène aussi à déconstruire ce qu'on met du côté du normal et du pathologique. Je me permets de compléter aussi sur un point, c'est que de façon générale, sur tous les éléments qu'il y a, le poids de la norme est essentiel et chacun et chacune, on va réagir différemment par rapport à la norme. C'est aussi pour ça qu'on a un gros sujet sur la dépathologisation et la dépsychiatrisation des transidentités, qu'on insiste là-dessus, c'est que quand on a essayé, ou quand il y a des personnes qui ont essayé de psychiatriser, en l'occurrence les transidentités, avec ce fameux terme de dysphorie de genre et les définitions qui existent dans la DSM-5 de la dysphorie de genre, moi je m'amuse à regarder ce qui existe sur les critères de dysphorie de genre chez les mineurs, chez les enfants, pré-ados. Et si je prends tous ces critères-là, moi quand j'étais gamine, j'étais à l'opposé de tous ces critères-là. Pourtant, je savais déjà que j'étais pas un garçon, parce que toute ma stratégie était de faire exactement l'inverse pour ne jamais me griller, que personne ne puisse voir que, etc. Donc essayer de rentrer dans une norme, c'est dire qu'on est de l'extérieur et on regarde un truc de l'extérieur, on se dit ah ça doit être comme ça. Mais c'est pas forcément comme ça. Chaque personne a son individualité, a sa stratégie, a sa façon de se présenter. Et exactement la même chose peut être tout et le contraire de tout quand on est sur ces enjeux-là et sur tous les autres enjeux, parce que c'est soit je me protège, soit je me surprotège, soit je fais tout pour éviter que ça se voit, soit au contraire je le renforce. Et c'est valable dans tous les points. Il y a des personnes qui, par rapport à un enjeu de handicap, va tout faire pour montrer le handicap, pour s'assurer que ça se passe bien, et d'autres qui vont faire exactement le contraire, de tout faire pour le planquer le plus possible, pour que justement avoir moins de discrimination dessus. Il n'y a pas une bonne façon de faire, il y a autant de façons de faire que d'individus, et s'il faut retenir un truc, c'est ça. C'est que c'est pas parce que vous avez l'habitude de le faire ou vous avez vu des personnes qui ont fait ça que tout le monde fera comme ça. Et donc arrêtons une fois pour toutes de penser que l'espèce humaine est une et uniforme. Chacun et chacune, on a son individualité, on a ses stratégies, on a son vécu, on a sa façon d'être, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Point. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question. Désolé. Oui, on va essayer de faire court dans les réponses. Bonjour, déjà merci pour cette présentation. Je voudrais juste savoir si vous avez des ressources pour nous, futurs médecins généralistes. Voilà, si on a une personne transgenre ou qui se pose des questions, où nous, on peut trouver des réponses réelles et validées. Alors, il y a plein d'endroits actuels et il y a plein d'endroits à venir. Dans les endroits actuels, je vous ai parlé, on a la brochure Hormones et Parcours Trans qui peut exister sur un certain nombre de points. On en a une autre sur les opérations que peuvent faire les personnes trans. Il y a d'autres associations qui ont pu faire des brochures. Il y a un site qui s'appelle Wikitrans qui est aussi assez intéressant. Où il y a pas mal d'informations aussi qu'on peut trouver autour des transidentités. Il y a pour les mineurs trans le site Trajectoire Jeunes Trans qui est co-réalisé par la PHP, par des associations de personnes trans et donc qui permet de rassembler toutes les informations sur la prise en charge des mineurs trans. Et puis, régulièrement, on essaye de publier des choses. Alors, allez voir sur les sites des associations à des degrés divers parce que vous allez avoir plein de ressources. Nous, sur notre site, on a créé un Padlet que vous pouvez aller récupérer dans ressources et donc on essaye de mettre au fur et à mesure des études, des ressources, des guides, des liens vers des sites qui peuvent être pertinents pour avoir de l'information. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et ce qu'on espère, ce qui va exister demain, c'est que comme on a les recommandations de l'HAS qui vont sortir au mois de mai, toute recommandation de l'HAS est accompagnée par des fiches pratiques. Et donc, on aura derrière des fiches pratiques qui vont exister sur la prise en charge des personnes trans à tous les degrés. Donc, il n'y a rien à inventer. Hein. Prenez-vous simplement les informations que vous aurez à ce moment-là, et ça sera d'autant plus d'informations que vous pourrez utiliser. Sinon, venez aux formations, c'est le mieux. Il y avait peut-être...
Bonjour. J'avais 2 questions. Une par rapport au début sur les diapos, au niveau des non-recours aux soins là. Il y avait une grosse différence à chaque fois, je sais pas si elle était significative entre, les hommes trans et les femmes trans. Notamment par exemple dans les raisons de refus de soins, il y avait, j'avais l'impression que chez les femmes trans, les raisons médicamenteuses étaient 2 fois plus importantes. Je me demandais si c'était, parce qu'il y avait une discrimination différente des professionnels de santé entre les hommes et les femmes trans, si ça avait rien à voir, ou si c'était juste que peut-être qu'il y a une différence de médicaments, je sais pas. Et la deuxième question, peut-être tout de suite, comme ça on va pas Ouais, déserter. c'était plutôt par rapport à l'AMM. Vous disiez donc qu'actuellement, faut que pour prescrire de l'hormonothérapie, il fallait qu'on ait déjà changé son statut à état civil ou je sais plus quoi. Et sinon, on prescrivait hors AMM l'hormonothérapie. Et je me demandais si du coup, avec les nouvelles recos qui arrivent bientôt, on pourrait faire avant d'avoir changé. Alors, deux questions très rapides. Sur le premier élément, je me permets de prendre la réponse dessus. En fait, l'idée, c'est que on est sur des questions de genre, et je sais que ça peut être des éléments qu'on peut découvrir parfois et de pas se rendre compte, mais il se fait que le genre est une construction sociale, et la société projette un certain nombre de choses, et donc par rapport à ce qu'on va projeter, on va regarder les choses différemment. Quand c'est une personne qui va demander une transition féminisante, on va lui projeter d'autres choses qu'une personne qui va demander une transition masculinisante. Et donc, de fait, il y a parfois des éléments sur lesquels on va aller rechercher des choses d'un côté, parce que comment ça se fait qu'une personne qui a été assignée garçon veut se féminiser, se rabaisser sur tel ou tel point, donc on va aller rechercher d'un côté. Et à l'inverse, quand on va être une personne transmasculine, se dire, bon, bah, alors c'est peut-être pas ça qu'on va explorer, mais c'est d'autres choses qu'on va explorer, et on aura peut-être plus de, mais c'est peut-être un autre malaise, c'est peut-être un autre point qu'on va aller regarder. Par exemple, dans les freins qui peuvent exister sur la prise en charge des personnes transmasculines, il y a des personnes qui disent, mais non, mais c'est juste un rejet du fait d'être une femme dans la société, donc on va plus pousser sur des questions psychiatriques, des questions de santé mentale, et d'aller pousser peut-être un petit peu plus loin dessus, alors que une transition féminisante, on va peut-être moins explorer ces aspects-là, et donc on va plus poser des questions sur des antécédents, sur les implications qu'il peut y avoir, ou sur une curiosité. Est-ce que vous avez fait une opération génitale ou pas? Et comment vous faites sexuellement de tel ou tel côté? Donc on peut avoir des discriminations qui peuvent être très différentes, même si au final les chiffres sont les mêmes dans un sens et dans l'autre, mais les motifs de discrimination peuvent être extrêmement différents. Et je crois de mémoire que la curiosité, par exemple, est beaucoup plus forte du côté des personnes transféminines par rapport aux personnes transmasculines, parce qu'on va peut-être moins rentrer dans le détail sur une transition masculinisante. Par contre, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Mais quel impact il va y avoir, avec une charge particulièrement importante auprès de la personne sur ce côté-là. Et sur les AMM, en fait, aujourd'hui, on peut faire des prescriptions, une liberté de prescription hors AMM. Dans les faits, le fait de faire une prescription hors AMM, théoriquement, fait que c'est pas censé être pris en charge par la Sécu. Il y a une idée qui n'est pas une idée complètement vraie, mais qui n'est pas non plus complètement fausse, parce que si on regarde les textes de loi, c'est pas super clair, qui veut que si une personne a une ALD, on peut faire une prescription hors AMM avec prise en charge. C'est pas réellement prévu comme ça dans la loi, mais une sorte de pratique admise dans ce sens-là. Et puis, il y a surtout beaucoup de personnes qui se disent, bon, de toute façon, je ne vais pas marquer hors AMM sur l'ordonnance, comme ça sera pris en charge par la Sécu, il n'y a pas de sujet sur ce point-là, avec toujours le risque que la caisse d'assurance maladie tape sur le praticien praticienne en disant, maintenant, il faut rembourser ce qui a pu être lancé. Dans les faits, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui font des prescriptions, donc il y a une question de masse. Donc il n'y a aucune caisse d'assurance maladie qui réellement va attaquer de ce côté-ci. Déjà parce qu'il est probable qu'au niveau national, ça soit arrêté très très net, et parce que si on commence à attaquer une personne là-dessus, on attaque tout le monde là-dessus, et là, ça devient pas possible. Là où il peut y avoir un élément positif, c'est que dans la loi, il est dit qu'il y a un certain nombre d'éléments de prise en charge qui peuvent être possibles à condition qu'il y ait une AMM, et ou qu'il y ait une recommandation pour l'usage de tel ou tel principe actif, substance ou traitement, dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc le fait qu'on ait des recommandations de la Haute Autorité de Santé va être une action qui va sécuriser la prescription d'hormones pour les personnes trans, même hors AMM. Jamais au même niveau que strictement de le faire avec l'AMM, mais en tout cas, on va avoir beaucoup plus facilement cette capacité de dire oui, peut-être, mais là, dans le code de la sécurité sociale, parce qu'en l'occurrence, là, c'est le code de la sécurité sociale, il est dit que tel ou tel truc peut être pris en charge à partir du moment où ça rentre dans le cadre d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Or, il y a une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui dit qu'on peut donner pour les personnes trans tel ou tel type d'hormone. Donc, ça va sécuriser de ce côté-ci, et tout l'enjeu de la Haute Autorité de Santé, c'est de sécuriser les pratiques qui peuvent exister déjà, transaffirmatives, pour qu'il y ait plus de personnes qui le fassent derrière, et qu'il n'y ait pas l'épée de Damoclès de se taper derrière une plainte contre soi à l'ordre des médecins.
Et après, ce que je disais, c'est juste techniquement, mais c'est que pour les personnes transmasculines, à partir du moment où on a fait son changement d'état civil, bah, ça rentre dans l'élément. Mais par contre, je ne connais pas de personne qui réellement, ou très peu sinon, qui ait fait déjà le changement d'état civil avant de commencer à prendre les hormones, si la personne souhaite prendre des hormones. La plupart du temps, ça a commencé avant. Je voulais juste donner une info très rapidement sur le fait que pour les médecins généralistes, bien sûr, il y a plein de ressources, de brochures, de ressources en ligne, etc. Si ça ne vous suffit pas avant de commencer à prescrire, que ça soit renouvelé ou initier des hormonothérapies, il y a la formation organisée par le REST aussi. Bon, il y a plein d'associations, plein de formations. Le REST, donc le réseau de santé trans, qui est une association nationale qui regroupe notamment pas mal de médecins généralistes qui prescrivent des hormones aux personnes trans. Vous pouvez vous préinscrire sur le site du REST. En fait, vous cherchez hormonothérapie REST. On vous prévient dès qu'il y a une date. Et en fait, c'est une formation de 4 heures qui est faite par des médecins généralistes qui ont l'habitude de prescrire des hormones à des personnes trans. Et c'est une formation très pratique, très pragmatique. Moi, j'avais du mal à sauter le pas de savoir concrètement qu'est-ce que j'allais mettre sur l'ordonnance, en fait, et concrètement qu'est-ce que j'allais expliquer sur les effets des hormones, dans quelle durée et tout. En fait, c'est en quelques heures, ça donne vraiment les outils de manière très pragmatique et je vous encourage tous à le faire. Voilà. On encourage très largement, d'autant plus qu'on y participe. Du coup, ça me fait penser à un autre point, c'est que dans les formations du REST, il y a tout l'aspect comment on peut faire les prescriptions, mais il y a aussi toute une partie sur l'automédication. Et l'automédication, on n'en a pas parlé, mais elle est extrêmement forte du côté des personnes trans. Donc, il faut faire attention à prendre en charge les personnes trans qui font de l'automédication sans juger et sans chercher au forceps de les ramener sur, entre guillemets, le droit chemin, mais plutôt de les accompagner pour faire la réduction des risques. Et ça fait partie du fond de la formation qu'on fait avec le réseau de santé trans. Merci beaucoup à tous les trois. J'espère fortement que cette intervention permettra à tout le monde de sortir meilleur médecin. Et voilà, globalement, essayez de retenir la date du 28 mai. On communiquera dessus sur nos réseaux sociaux. Et voilà, merci. Et donc, je demanderai à tout le monde de bien vouloir vous applaudir une dernière fois parce que vraiment, vous avez fait le trajet, vous avez pu vous libérer dans un délai assez court. Donc vraiment, merci énormément. Et donc là, tout le monde va pouvoir faire une petite pause. On reprend à 17h30 au Grand Théâtre avec la table ronde Santé globale des soignants et soignantes, prendre soin de soi et soigner les autres. Et si jamais vous voulez interagir avec les différents intervenants et intervenantes, vous pouvez rester ici. Il y a un moment de pause. Et piquer des flyers pour filer à vos collègues.